Bégueule, Conte moral, 1772. Dans ses écrits, un sage italien dit que le mieux est l'ennemi du bien. Donc on ne puisse augmenter en prudence, en bonté d'âme, en talent, en science. Cherchons le mieux sur ces chapitres-là. Partout ailleurs, évitons la chimère. Dans son état heureux qui peut se plaire, vivre à sa place et garder ce qu'il a, la belle Arsène en est la preuve claire. Elle était jeune, elle avait à Paris un tendre époux empressé de complaire à son caprice et souffrant son mépris. L'oncle, la sœur, la tante, le beau-père ne brillaient pas parmi les beaux esprits, mais ils étaient d'un fort bon caractère. Dans le logis des amis fréquentaient beaucoup d'aisance, une assez bonne chère. Les passe-temps que nos gens connaissaient, jeux, bals, spectacles et soupers agréables, rendaient ces jours à peu près tolérables. Car vous savez que le bonheur parfait est inconnu. Pour l'homme, il n'est pas fait. Madame Arsène était fort peu contente de ses plaisirs. Son superbe dégoût dans ses dédains fuyait ou blâmait tout. On l'appelait la belle impertinente. Or, admirer la faiblesse des gens. Plus elle était distraite, indifférente, plus il tâchait, par des soins complaisants, d'apprivoiser son humeur méprisante. Et plus aussi notre belle abusait de tous les pas que vers elle on faisait. Pour ses amants encore plus intraitables, est-ce de plaire et ne pouvant aimer, son cœur glacé se laissait consumer dans le chagrin de n'avoir rien d'aimable. D'elle à la fin chacun se retira. De courtisans elle avait une liste, tout pris parti, seule elle demeura, avec l'orgueil, compagnon dur et triste, bouffi mais sec, ennemi des ébats. Il renfle l'âme et ne la nourrit pas. La dégoûtée avait eu pour marraine la fée Aline. On sait que ces esprits sont mitoyens entre l'espèce humaine et la divine, et M. Gabali mit par écrit leur histoire certaine. La fée allait quelquefois au logis de sa filleule et lui disait « Arsène, es-tu contente à la fleur de tes ans? As-tu des goûts et des amusements? Tu dois mener une assez douce vie. » L'autre en 2 mots répondait « Je m'ennuie. » C'est un grand mal, dit la fée, et je crois qu'un beau secret c'est de vivre chez soi. Arsène enfin conjura son Aline de la tirer de son maudit pays. « Je veux aller à la sphère divine, faites-moi voir votre beau paradis. Je ne saurais supporter ma famille ni mes amis. J'aime assez ce qui brille, le beau, le rare, et je ne puis jamais me trouver bien que dans votre palais. C'est un goût vif dont je me sens coiffé. » « Très volontiers, » dit l'indulgente fée, tout aussitôt dans un char lumineux. Vers l'Orient la belle est transportée. Le char volait, et notre dégoûtée, pour être en l'air, se croyait dans les cieux. Elle descend au séjour magnifique de la marraine. Un immense portique d'or ciselé dans un goût tout nouveau lui parut riche et passablement beau. Mais ce n'est rien quand on voit le château. Pour le jardin, c'est un miracle unique. Marly, Versailles et leurs petits jets d'eau n'ont rien auprès qui surprennent et qui piquent. La dédaigneuse, à cette œuvre angélique, sentit un peu de satisfaction. Aline dit « Voilà votre maison, je vous y laisse un pouvoir despotique. Commandez-y, toute ma nation obéira sans aucune réplique. J'ai 4 mots à dire en Amérique, il faut que j'aille y faire quelques tours. Je reviendrai vers vous en peu de jours. J'espère au moins, dans ma douce retraite, vous retrouver l'âme un peu satisfaite. » Aline part. La belle en liberté reste et s'arrange au palais enchanté. Commande en reine, ou plutôt en déesse, de s'embouter une foule s'empresse à prévenir ses moindres volontés. À telle fin, 100 plats sont apportés. De vrai nectar la cave était fournie, et tous les mets sont de pure ambroisie. Les vases sont du plus fin diamant. Le repas fait, on l'amène à l'instant, dans les jardins,
sur les bords des fontaines, sur les gazons, respirer les haleines et les parfums des fleurs et des zéphyrs. 20 chars brillants de rubis, de saphir, pour la porter se présentent d'eux-mêmes. Comme autrefois les trépieds de Vulcain allaient au ciel, par un ressort divin, offrir leur siège aux majestés suprêmes. De 1000 oiseaux les doux gazouillements, l'eau qui s'enfuit sur l'argent des rigoles, ont accordé leur murmure charmant. Les perroquets répétaient ces paroles, et les échos les disaient après eux. Telle Psyché, par le plus beau des dieux, à ses parents avec art enlevé, au seul amour dignement réservé, dans un palais des mortels ignorés, aux éléments commandés à son gré. Madame Arsène est encore mieux servie, plus d'agréments environnaient sa vie, plus de beauté décorait son séjour. Elle avait tout, mais il manquait l'amour. Pour égayer notre mélancolique, on lui donna le soir une musique, dont les accords et les accents nouveaux feraient pâmer 60 cardinaux. Ces sons vainqueurs allaient au fond des âmes, mais elle vit, non sans émotion, que pour chanter on n'avait que des femmes. Dans ce palais point de barbe au menton, à quoi, dit-elle, a pensé ma marraine, point d'homme ici, suis-je dans un couvent? Je trouve bon que l'on me serve en reine, mais sans sujet la grandeur est du vent. Jamais régner sur des hommes sans temps, qui sont tous nés pour ramper dans ma chaîne. C'est leur destin, c'est leur premier devoir. Je les méprise, et je veux en avoir. Ainsi parlait la recluse intraitable. Et cependant les nains, sur le soir, avec respect ayant servi sa table, on l'endormit au son des instruments. Le lendemain, même enchantement, même festin, pareille sérénade, et le plaisir fut un peu moins piquant. Le lendemain lui parut un peu fade. Le lendemain fut triste et fatigant. Le lendemain lui fut insupportable. Je me souviens du temps trop peu durable où je chantais dans mon heureux printemps, des lendemains plus doux et plus plaisants. La belle enfin chaque jour festoyée fut tellement de sa gloire ennuyée que, détestant cet excès de bonheur, le paradis lui faisait mal au cœur. Se trouvant seule, elle avise une brèche à certains murs et, semblable à la flèche qu'on voit partir de la corde d'un arc, Madame saute et vous franchit le parc. Au même instant, palais, jardin, fontaine, or, diamants, émeraudes, rubis, tout disparut à ses yeux ébobis. Elle ne voit que les stériles plaines d'un grand désert et des rochers affreux. La dame alors, s'arrachant les cheveux, demande à Dieu pardon de ses sottises. La nuit venait, et déjà ses mains grises, sur la nature étendaient ses rideaux. Les cris perçants des funèbres oiseaux, les hurlements des ours et des panthères font retentir les antres solitaires. Quelle autre fée, hélas, prendra le soin de secourir ma folle aventurière? Dans sa détresse, elle aperçut de loin, à la faveur d'un reste de lumière, au coin d'un bois, un vilain charbonnier qui s'en allait par un petit sentier, tout en sifflant, retrouver sa chaumière. Qui que tu sois, lui dit la beauté fière, vois en pitié le malheur qui me suit, car je ne sais où coucher cette nuit. Quand on a peur, tout orgueil s'humanise. Le noir Pato, la voyant si bien mise, lui répondit « Quel étrange démon vous fait aller dans cet état de crise, pendant la nuit, à pied, sans compagnon. Je suis encore très loin de ma maison. Ça, donnez-moi votre bras, ma mignonne. On recevra ta petite personne comme on pourra. J'ai du lard et des œufs. Toute française, ce que j'imagine, c'est, bien ou mal, faire un peu de cuisine. Je n'ai qu'un lit, c'est assez pour nous deux. » Disant ces mots, le rustre vigoureux, d'un gros baiser sur sa bouche ébahie, ferme l'accès à toute répartie. Et par avance, il veut être payé, du nouveau gîte à la belle octroyée. Hélas, hélas, dit la dame affligée, il faudra donc qu'ici je sois mangé d'un charbonnier ou de la dent des loups.
Le désespoir, la honte, le courroux l'ont suffoquée. Elle est évanouie. Notre galant la rendait à la vie. La fée arrive, et peut-être un pétard. Présente à tout, elle était à l'écart. Vous voyez bien, dit-elle à ses filleuls, que vous étiez une franche bégueule. Ma chère enfant, rien n'est si périlleux que de quitter le bien pour être mieux. La leçon faite, on reconduit ma belle dans son logis. Tout y changea pour elle, en peu de temps, sitôt qu'elle changea. Pour son profit, elle se corrigea. Sans avoir lu les beaux moyens de plaire, du sieur Moncrif, et sans livre, elle plut. Que fallait-il à son cœur? Qu'il voulut? Elle fut douce, attentive, polie, vive et prudente, et prit même en secret pour charbonnier un jeune amant discret, et fut alors une femme accomplie. Envoie Madame de Florian. Chloé, quand mon impertinente à la fin connut la façon de devenir femme charmante, c'est de vous qu'elle prit leçon, mais elle est loin de son modèle. Votre sort est plus singulier. Vous aviez pied qu'un charbonnier, et vous avez mieux choisi qu'elle.